Nous sommes au Zimbabwe, véritable jardin montagneux sans façade maritime, soumis au rythme des pluies tropicales. Entre la Zambie, le Mozambique et le Botswana, l'ancienne Rhodésie est devenue Zimbabwe lors de son indépendance récente, en 1980. Comme ses voisins, le Zimbabwe souffre d'une nouvelle peste. 4000 hectares de plans d'eau sont aujourd'hui affectés par des jacinthes. Signalées pour la première fois en Afrique dans le delta du Nil et en Afrique du Sud au Natal, ces plantes ont commencé à partir des années 50 à coloniser l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Sous tant de lacs en fleuves et de barrages en marais, c'est un véritable fléau, car cette belle plante est une tueuse. Elle vole l'oxygène de l'eau aux plantes, aux poissons, et elle les asphyxie. Elle infeste les canaux qui alimentent les barrages hydroélectriques. Elle bloque les bateaux sur les fleuves et se prend dans leur hélice. Elle vient d'Amérique du Sud et colonise maintenant toute la ceinture tropicale du globe. On ne sait comment elle a été introduite. Volontairement par la beauté de ses fleurs bleues ou accidentellement, peut-être ces graines sont-elles arrivées portées par les pattes des oiseaux. La jacinthe d'eau flotte librement à la surface des eaux douces. Ses feuilles épaisses, rondes, s'épanouissent au bout de tiges renflées pleines de cellules remplies d'air. D'une quantité de racines partent en permanence d'autres plantes. Tout en elle est fait pour la reproduction. Des graines qui conservent pendant 15 ans le pouvoir de germination, une capacité incroyable à se multiplier à partir du plus petit bout de racine et à doubler son poids en 6 jours. Une seule plante est capable de couvrir, en quelques mois, une surface de 100 mètres carrés. Chivero, à une trentaine de kilomètres de Harare, la capitale du Zimbabwe, un barrage retient un lac alimenté par les affluents du fleuve Manyame, qui coule en contrebas de cette métropole de près de 2 millions d'habitants, construite sur un haut plateau. Une situation géographique très préjudiciable à la bonne santé du lac, car il reçoit les effluents domestiques de quartiers surpeuplés, ceux des décharges municipales, les résidus de 29 usines d'engrais et de chimie, sans compter les lessivages des zones agricoles environnantes. Dans cette eau artificiellement nourrie et très polluée, les algues et les jacinthes d'eau explosent. Les premières victimes de ces proliférations sont les pêcheurs. Les jacinthes bloquent les petites flottilles à moteur et déchirent les filets. Et pourtant, les pêcheurs sont de plus en plus nombreux sur les lacs. Chaque année, 20 000 tonnes de poissons sont pêchées. C'est une base alimentaire de survie en cette période de crise économique où les protéines manquent cruellement. Même les habitants de Harare achètent un permis de pêche pour venir au lac. Ils se sont organisés pour avoir un bateau et un filet, et tout près de la rive, ils attrapent des kilos de tilapia et de brème. Leur pêche est surveillée. Le garde du parc mesure et analyse les poissons avant de les rendre à leurs propriétaires. Il répertorie également les lieux de pêche pour suivre l'évolution de la ressource. L'éradication de la jacinthe d'eau est devenue prioritaire dans les programmes de recherche des gouvernements africains. Ils sont soutenus financièrement par les grands organismes internationaux. Ainsi, la Banque mondiale a dépensé en 1997 50 millions de francs pour tenter de libérer le lac Victoria d'une jacinthe qui repousse inlassablement. Face aux proliférations,
la municipalité d'Harare décide d'utiliser un puissant désherbant, le 2,4-D. Mais malgré le désherbant, les plantes envahissent brusquement un tiers du lac. On découvre alors qu'il interfère dans la croissance des plantes, provoquant une réaction de survie et une prolifération excessive avant leur mort. En mars 1996, 1 million de poissons, des tilapias à tête verte, des brèmes blanches, meurent asphyxiés en l'espace d'une nuit. Les eaux ne sont plus correctement oxygénées. Les jacinthes, traitées par le 2,4-D, ont coulé au fond du lac et pourrissent. De nombreux pays aujourd'hui interdisent l'emploi de ce désherbant, surtout à proximité des eaux destinées aux humains, au bétail et à l'agriculture. La seule solution efficace reste donc le ramassage à la force des fourches et des bras. Une colonne de garçons et filles rit et bavarde, dans le lac jusqu'au ventre. Ces disciples de Sisyphe attirent à eux sans relâche les lourdes jacinthes gorgées d'eau aux stolons visqueux. Le plus dur, c'est de les hisser sur le tas qui se forme sur la rive en un amoncellement de poulpes verts. Les autorités du parc n'ont aucun mal à recruter des bras. Les jeunes sont heureux de trouver ce travail, même si les 8 heures qu'ils passent par jour dans l'eau encore froide ne leur rapportent que 3,50 francs. Ce sont tous des Shona, l'ethnie dominante. La situation économique s'est terriblement dégradée en raison de la dévaluation du dollar zimbabwéen et on relève 25% de chômage. Travailler au lac est dur et dangereux. Il y sévit paludisme et bilharziose, mais cela ne décourage personne. Lorsque sonne la pause déjeuner, tous se dispersent dans le bois, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Une femme, Margaret Taguira, travaille à la faculté d'agronomie de Mutare. Elle s'est penchée sur le problème des envahissantes jacinthes et a longtemps cherché comment les éradiquer. Jusqu'au jour où elle s'est aperçue qu'elle pouvait être un excellent support aux cultures de champignons qu'elle développe dans ses serres. yokuti ndione kuti tingadzvara here howa pawater hyacinth yamunobudisa umu uye ndichiona kuti tingaita sei kuti tibatsire imimi munoibudisa imomomo kuti mugone kuwana. Patiemment, elle va de village en village expliquer aux hommes et aux femmes du fleuve comment ils peuvent transformer ce fléau en une sorte de terre à champignons. Car les champignons au Zimbabwe font partie de la nourriture traditionnelle. C'est un aliment riche en protéines dont malheureusement les citadins sont privés. Traditionnellement, au Zimbabwe, nous croyons que lorsque nous faisons cuire des champignons, il ne faut jamais les couvrir. Selon la légende, couvrir des champignons revient à couvrir la forêt et l'année suivante, il ne poussera rien. Mais je peux vous affirmer qu'on ne prend pas de risque en les faisant cuire à couvert et ce sera très bon. Les femmes qui sortent les jacinthes d'eau du lac Chivero constatent ainsi par elles-mêmes que ces plantes peuvent réellement permettre de cultiver des champignons. Je fais sauter les champignons avec des oignons et je vais les leur faire goûter. uye futi ndazokunakirwa nehowa wacho nemabikirwa awaizwa ndizvo chete zvinogona kuti that's all what I'm going to say now. Le gars dit qu'ils sont très contents d'apprendre que les jacinthes d'eau qui sortent du lac peuvent servir à quelque chose.
C'est décourageant de sortir toutes ces herbes et de les laisser pourrir. S'il était possible d'avoir un projet qui leur permette de les utiliser pour faire pousser des champignons, ce serait super. Ce projet, elle va pouvoir le mettre en place quand elle rencontre Günther Paoli, un jeune économiste belge, créateur du programme ZERI, dont l'objectif est de transformer les déchets en matières premières. Et justement, les champignons sont de gros mangeurs de déchets. J'ai cultivé des champignons sur de la sciure de bois, mais je n'en ai jamais obtenu autant que je l'espérais. Et puis, Günther Paoli de ZERI, Zero Emissions Research Initiative, m'a repéré. Et c'est lui qui m'a conseillé d'utiliser aussi des jassins d'eau. Grâce aux jassins d'eau séchés et réduites en poudre, Margaret va doubler ses rendements. Dans son laboratoire, elle fabrique la semence de champignons. Pour accélérer le processus, elle prélève un morceau de la tête du champignon qui contient du mycélium, la semence, et le place sur un milieu de culture. Au bout d'une dizaine de jours, le mycélium a envahi la surface de la boîte. Il suffit de le mélanger à du substrat. Des fonds internationaux vont être alloués à ces recherches et des centres créés pour fabriquer les semences. Dès que la semence sera disponible, les femmes africaines pourront se mettre à la culture du champignon et utiliser au maximum les jacinthes. Tous les résidus agricoles ou forestiers peuvent être utiles. Lorsqu'on complète le substrat avec de la jacinthe d'eau, la récolte est bien meilleure et très souvent elle double. Dans le village d'Otzi, Margaret a acheté une vieille ferme qu'elle retape et qu'elle a transformée en centre de production de pleurotes tropicaux. Un stage en Chine lui a permis d'en optimiser la culture. Le professeur Chang s'est arrangé pour me faire venir en Chine afin que je me perfectionne en culture de champignons. J'y ai vu beaucoup de shiitake, une espèce qu'ils cultivent là-bas. J'ai pu constater qu'ils utilisent aussi des jassins d'eau. L'Afrique possède environ 30% des espèces de champignons du monde et pourrait mieux valoriser cette richesse. Car tout est assez simple dès que l'on récupère les semences. Il suffit d'une petite formation et surtout de très peu de moyens. Sous des bâches en plastique, les femmes étalent les substrats. Un mélange de tous les végétaux qui peuvent leur tomber sous la main. Des enveloppes de grains de maïs ou de café, de l'herbe et bien sûr des jacinthes séchées. Pour alléger le substrat, on ajoute du coton qui pousse localement. On arrose et on mélange. On ajoute un peu de gypse et de craie pour améliorer la structure du compost, augmenter la rétention d'eau. On retourne le compost régulièrement pendant 15 jours. On le place ensuite dans de grands sacs qui vont être pasteurisés à la vapeur. Le marché des champignons dans le monde est aussi important que celui du café. En 1994, la production mondiale atteint presque 5 millions de tonnes. Voici l'unité de pasteurisation. Nous mettons de l'eau dans ces 3 bidons et nous allumons le feu. Quand l'eau bout, la vapeur passe par ce tuyau et va au sac de compost là-dessous. Nous continuons à chauffer pendant 8 heures. Le compost devient très chaud et la pasteurisation est très efficace. Nous devons pasteuriser le compost parce que lorsque nous le prenons à l'état naturel, il contient beaucoup de micro-organismes qui peuvent entrer en compétition avec les champignons. Pour diminuer cette compétition, nous faisons diminuer le nombre de micro-organismes. Lorsque le compost a refroidi, il est placé dans de petits sacs de plastique. Le lendemain, les sacs sont inoculés avec 200 grammes de mycélium, la semence, pour 20 kg de compost.
Dans la serre, on couvre les sacs de bâches de plastique noir pendant 2 semaines pour retenir l'humidité. Et puis, c'est le miracle. 1 mois après l'inoculation, les champignons commencent à sortir. Un pleurote atteint sa taille adulte en 2 jours. Le pleurote tropical est un champignon solide qui ne demande qu'un peu d'arrosage. Les hauts plateaux du sud-est du Zimbabwe sont sillonnés de fleuves et abritent d'innombrables lacs de retenue très poissonneux. À la saison sèche, ils attirent les animaux qui viennent s'y abreuver et permettent ainsi de les observer. Des forêts peu denses d'acacias et de baobabs couvrent les collines. On raconte que les blocs de granit polis qui émergent de la verdure ont inspiré les sculpteurs Shona. La protection de la nature et de la faune sauvage est ici une priorité afin de développer l'industrie du tourisme sur le modèle kényan. Des troupeaux d'impala, de gnous et d'éléphants se régalent d'herbes grasses et prolifèrent. Au Zimbabwe, on ne dénombre pas moins de 70 000 pachydermes dans des parcs nationaux et des réserves privées dont ils ne sont pas censés sortir. Ces territoires ont été vidés de leurs habitants, qui ont été regroupés dans des villages construits sur des terres communales peu fertiles. Autour des cases, coiffées de chaume, tout juste un champ de maïs et quelques poulets. L'élevage serait une solution si le bétail était moins cher et les sécheresses moins fréquentes. Si les grandes fermes ont conservé un couvert végétal de qualité, les terres communales où s'entasse la population noire connaissent la déforestation, le surpâturage et l'érosion par disparition de la végétation. Les cours d'eau sont devenus des fosses de drainage. Bien que l'indépendance ait mis fin à la colonisation britannique et à l'apartheid, les 2/3 des terres sont encore entre les mains de quelques fermiers blancs, dont les immenses domaines s'abritent derrière des barbelés souvent électrifiés. De ces terres, on a chassé une ethnie, les Shangaan, chasseurs-cueilleurs, et on les a privés de leurs ressources traditionnelles. De nombreuses populations africaines consomment traditionnellement des champignons. Aujourd'hui, on est obligé de braconner. La déforestation et l'urbanisation ont saccagé le milieu naturel. Les champignons se font rares. Jusqu'ici, ils n'étaient récoltés qu'à la saison des pluies et fournissaient des protéines en attendant les récoltes. La demande existe, mais les prix trop élevés les rendent inaccessibles. S'ils pouvaient être cultivés en serre, en zone rurale, leur prix baisserait, leur consommation augmenterait et l'on pourrait en manger en toute saison.
Ces femmes expliquent à Margaret qu'elles ont besoin d'argent pour payer leur loyer, les frais de scolarité de leurs enfants et acheter de la nourriture pour leur famille. Cet argent, elles le gagnent en vendant des champignons sauvages. Mais la saison des pluies est presque finie et les femmes ont fouillé le bois, mais leur récolte a été maigre. Il n'y a presque plus de champignons. Pourtant, elles ont encore besoin d'argent pour monter leur petit commerce qui leur permettrait de tenir jusqu'à la prochaine saison des pluies. Aujourd'hui, le problème de Margaret est de persuader ces femmes que les champignons cultivés valent les champignons sauvages. Ce sont les femmes qui vont tirer le meilleur profit de la culture des champignons, parce que ce sont elles qui courent les bois pendant des journées entières et ne rapportent qu'un panier ou deux de champignons sauvages pour nourrir leur famille ou les vendre. Quand la technologie aura pénétré le milieu rural, leur sort en sera amélioré. Elles auront beaucoup plus de temps pour elles. Elle les transporte, elle leur distribue, elle leur fait goûter. On cultive encore très peu les champignons en Afrique. L'Afrique ne connaît pas d'ailleurs sa propre richesse mycologique. Parmi le 1,5 million d'espèces sauvages connues à travers le monde, il y en a tant de comestibles qu'en manger une variété différente par jour demanderait 10 ans. Curieusement, alors que de nombreux chercheurs travaillent sur la biodiversité, les champignons paraissent n'intéresser personne. Margaret fait partie de ceux qui se battent pour les faire connaître. Ce sont mes collaborateurs permanents. Voici Richard, Placidia et Susan. Le prix du bœuf a considérablement augmenté depuis la dévaluation du dollar zimbabwéen. Personne ne peut plus se permettre d'en acheter. Beaucoup de gens se tournent vers les champignons. Nous vendons ces sachets environ à 1,50 franc, c'est un prix abordable. Pour nous, les champignons remplacent la viande. Je peux nourrir l'Afrique et même au-delà. Mais je ne serai pas seule. Je développerai cette technique et j'apprendrai aux Africains à cultiver les champignons. Si nous nous y mettons, grâce à la masse des déchets agricoles que nous produisons, nous pourrons non seulement nourrir notre pays, mais le monde entier. Margaret porte un grand espoir, endiguer le fléau des jacinthes en faisant croître les champignons. Et l'exemple fait boule de neige. Mais il faut faire vite car la déforestation massive porte atteinte à la diversité des espèces. Et il n'existe pas encore de banque de semences en Afrique capable de fournir aux fermiers et aux industriels le matériel de base des 30 ou 50 espèces indigènes qu'ils pourraient cultiver.